Que reste-t-il des guerres? Il n'en resterait que des chiffres, des deuils et quelques noms, si des images de la réalité ne les avaient inscrites pour toujours dans la mémoire collective. Ces photographies ont su remuer le monde. La conscience aiguë du rôle qu'ils peuvent jouer pour dévoiler l'horreur de la guerre et pour enregistrer l'histoire en marche éveille chez de nombreux photographes l'envie de s'engager, d'être engagé pour une cause ou pour un camp, ou bien résolument pour la paix. Premier photographe correspondant de guerre, Roger Fenton part pour la Crimée. Mais il est convenu qu'il ne photographiera ni les douleurs ni les morts. On ne doit pas décourager les volontaires. Les 360 images édulcorées qu'il rapporte à Londres offrent à ses contemporains une proximité avec la guerre. Brady, lui, va couvrir la guerre de sécession. Quand elle éclate, il se construit un laboratoire mobile, quitte son studio de New York pour la Virginie. Chaque équipe qui l'accompagne possède son propre chariot appelé le What is it ou Qu'est-ce que c'est que ça par les soldats intrigués. Pour lui faciliter la tâche, Lincoln lui a rédigé un laissez-passer. De cette guerre qu'ils couvrent parfois au péril de leur vie, Brady et ses hommes rapportent des milliers de daguerréotypes malgré les longs temps de préparation et la minute de pause nécessaire. Les photographies sont tragiques, des morts, des blessés gisent sur les champs de bataille et ces clichés vont avoir un impact considérable sur le public, confronté pour la première fois aux horreurs de la guerre. La guerre a un lien étroit avec la photographie parce que la guerre crée des situations extrêmes, elle met en scène des individus au sommet de leur expressivité, si l'on peut dire. Entre guerre et photo, il y a un couple indubitable et je pense que les périodes de guerre ont fait apparaître un art de la photographie, un art du grand reportage qu'il est possible que la paix n'ait pas fait apparaître. 1871, les Prussiens sont dans Paris. La commune s'insurge et le pouvoir officiel à Versailles pour capitale. Les photographes se glissent dans la vague des événements et vont inonder les librairies de leurs tirages. Ils montrent Paris en ruine et la colonne Vendôme abattue. La photographie va servir à autre chose qu'à illustrer. Et dans les photographies de la commune, et quelques photographies de la commune qu'on trouve, des communards dans les rues, la police va s'en emparer pour essayer d'identifier justement ceux qui ont échappé au massacre et qu'elle pourra récupérer pour les enfermer à son tour ou les déporter à la Nouvelle-Calédonie comme Louise Michel et autres d'ailleurs. Certains photographes comme Eugène Appert n'hésitent pas à faire des mises en scène. Ici, ces Versaillais morts ne sont que des figurants. Et n'oublions pas qu'à l'époque, les gens, voyant une image, il y avait une aura de vérité sur l'image, c'était vrai. Or, toutes ces photographies des crimes de la commune, ce sont des montages. C'est-à-dire que M. Appert a fait des mises en scène, et sur chacun des personnages, il a recollé le véritable visage des personnages dont il décrivait, soi-disant, l'action. Tout est en photomontage, c'est superbement bien fait, c'est remarquable de qualité et de technique, mais c'est déjà, je veux dire, une histoire de propagande, presque. C'est déjà une utilisation du média à des fins idéologiques, qui en appelleront bien d'autres. La vérité a été rétablie très tardivement. Et moi, j'ai encore vu des livres, après la Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50, présentant l'une ou l'autre de ces photomontages comme des photographies de la commune. Oui, c'est resté dans l'idée des gens très longtemps, ça. La photographie ne s'engage dans la guerre qu'avec le premier conflit mondial et les vues prises d'avions à usage stratégique. Au début, les autorités ont essayé de réduire le rôle des photographes. La censure militaire commence par leur refuser l'accès au front. Ce n'est qu'en 1916 qu'ils pourront librement faire leur travail. En attendant, ce sont les soldats eux-mêmes qui prennent les photos dans les tranchées.
Inaugurée par Nadar dès les débuts de la photographie, la photo aérienne permet de connaître et d'observer les positions ennemies afin de diriger les tirs. Après la Grande Guerre, le fascisme monte en Europe. En juillet 1936, le soulèvement du général Franco marque le début de la guerre civile d'Espagne. Elle passionne les photoreporters qui se rallient à la cause républicaine. Parmi eux, André Friedman, un jeune Hongrois, qui s'est rendu de Paris à Madrid et qui sera connu sous le nom de Robert Capa. C'est un homme de légende, un séducteur qui tient un verre de whisky à la main entre deux mannequins avenue Montaigne au Relais Plaza à Paris. Robert Capa était un homme extraordinaire. En fait, quand j'essaie de savoir ce qui faisait de lui un si grand photographe, je me dis que c'est d'abord parce qu'il était très humain. Il a composé avec sa personnalité, avec son engagement politique dans cette période historique des années 30, et aussi avec l'apparition d'appareils photo compacts, et tout cela a contribué à apporter à son travail cette force qu'aucun photographe connu n'avait encore jamais atteint. Tapis dans une tranchée, Capa photographie un volontaire au moment même où une balle l'atteint. Capa envoie le film à Paris et découvre au bout de 2 mois que cette photo a été publiée dans le monde entier. Nous connaissons aujourd'hui depuis 1 ou 2 ans l'identité de l'homme sur la photo. Il s'appelle Federico Borel Garcia et fut tué lors d'un combat qui eut lieu au nord de Cordoue en septembre 1936. La polémique qui tournait autour de cette photo a donc été définitivement levée au profit de Robert Capa. Aujourd'hui, les photographes de guerre se rendent très souvent là où leurs rédacteurs veulent les envoyer. Mais Robert Capa n'avait pas l'intention de couvrir n'importe quelle guerre, à moins qu'il ne se sente très fortement attaché à l'un ou à l'autre des 2 camps. Il ne pouvait risquer sa vie qu'au prix de l'amour ou de la haine qu'il avait pour les personnes en jeu. La plupart des guerres auxquelles il assista faisaient certainement partie du combat mené contre le fascisme dans les années 30-40 et dans lesquels il se sentait vraiment impliqué. Capa photographie la guerre d'Espagne en compagnie de son ami David Seymour, dit Chim. En 1947, les 2 photographes fonderont l'agence Magnum avec Henri Cartier-Bresson et George Roger. Chim sortait son appareil comme un docteur sort un stéthoscope dictant son diagnostic sur l'état du cœur. Le sien était vulnérable, écrira Cartier-Bresson. Comme celle de Capa, les photos de Chim illustrent les magazines pendant toute la guerre, plongeant les lecteurs dans un réalisme brutal. 1939, Hitler envahit la Pologne. La Seconde Guerre mondiale commence. Plus de 110 millions d'hommes et de femmes sont mobilisés. 55 millions mourront. La photographie est sur tous les fronts. La photographie fait participer la guerre et le rapproche le non-combattant du combattant. Pour beaucoup de personnes, pendant une guerre, pendant l'armée allemande, pendant la dernière guerre, c'était très clair. Il est évident que tous les Allemands lisaient de très près ces grandes revues très luxueuses et très bien faites avec de superbes photos. C'est vrai que moi j'ai vécu dans la zone occupée et c'est vrai que les revues allemandes de la guerre étaient très efficaces et faisaient participer le peuple à l'action. En juin 1941, l'opération Barbarossa lance les troupes allemandes dans les grandes plaines de Russie. Sur le front Est, si la photographie est présente, le gouvernement occulte toute image de désespoir. Conscient de son influence, il préfère l'utiliser pour glorifier l'armée. Photoreporter dans l'armée rouge, Balterman se voit attribuer le titre de soldat photographe, mais il ne pourra diffuser ces clichés trop réalistes qu'après la guerre. D'autres photographes entreront au service de l'agence officielle TASS. Parmi eux, Evgeny Raldaï, qui a 20 ans et dont le travail est apprécié par Staline. Tout au long de la guerre, il s'attache plus aux hommes qu'à leurs actes héroïques.
Chacun participait à la guerre comme il pouvait. Les uns devenaient soldats, les autres aviateurs. D'autres encore étaient dans les chars. Et moi, j'étais photographe. Je me suis passionné pour la photo à l'âge de 13 ans, en feuilletant des revues et des journaux. Ce qui m'a fasciné, c'est que la photo arrive à immobiliser le temps qui passe. C'est comme ça que tout ceci a commencé. Les nazis ont tué son père et ses 3 sœurs en les précipitant vivants dans une mine. Raldai va faire toute la guerre avec un appareil à la main et une cause à défendre. Devant cette photo, j'entends encore les murmures inquiets des gens et leur bouleversement à l'annonce de la guerre. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. Les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Afin de mobiliser l'opinion publique, les autorités américaines font appel à des cinéastes, des écrivains et des photographes connus. Jusqu'en 1943, la censure militaire est stricte. Elle a peur que les images ne portent atteinte au moral de l'Amérique. En fait, elles vont le galvaniser. Dans le Pacifique, le photographe américain le plus célèbre est Eugene Smith. 13 engagements, 23 missions de bombardement de l'aéronavale. Comme lui, des photographes de toute nationalité suivront le déroulement des opérations militaires. Le monde libre n'a que la photo pour vivre la guerre et l'espoir de la paix. Les marines débarquent à Iwo Jima. Cette photo célèbre, c'est tout un pays qui va vers la victoire. 6h30. Ce 6 juin 1944, c'est aussi le jour J pour Robert Capa, qui débarque à Omaha Beach, en Normandie, avec les GI du 116e d'infanterie. Pour les Allemands, c'est le commencement de la fin, selon les mots de Churchill. Fidèle à sa devise selon laquelle « Si la photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez proche », Robert Capa se joint à la légendaire division Big Red One, la première vague d'assaut. Au labo à Londres, une grande partie de sa production sera gâchée. Vont rester quelques images floues, poignantes. Pour éviter les terribles tirs des mitrailleuses ennemies, les soldats se protègent derrière les obstacles anti-débarquement dressés par les Allemands au bord des plages. C'était un homme très prudent, très respecté par les officiers militaires pour ses opinions. Il ne prenait pas de risques inconsidérés, qui seraient toutefois pour nous des risques démesurés, comme celui de faire volontairement partie de la première vague militaire le jour du débarquement. Mais Capa a survécu. Il savait comment survivre. Il plaisantait en disant qu'il devait avoir un ange gardien. Il tenait la vie, mais quand il sentait qu'une photo pouvait faire basculer l'opinion publique, selon ses espérances, je pense qu'il n'hésitait pas. Bob Capa, parachuté en Allemagne avec les troupes aéroportées, est le deuxième homme à sauter de l'avion qui lance les soldats sur la principale ligne de défense allemande. Il restera avec les troupes alliées pendant qu'elles se battent à travers toute l'Allemagne et jusqu'à Berlin. Plus tard, il partage la liesse des Parisiens. Ce jour-là, écrit-il, fut le plus inoubliable du monde. Je revenais à Paris, la ville magnifique où j'avais appris à boire, à manger et à aimer. Il y a ces images de joie, mais aussi les images des humiliations, les images des derniers combats et les images des règlements de compte. L'Anglais George Roger est devenu correspondant de guerre pour le magazine Life grâce à ses photos du Blitz à Londres. Il couvre la guerre jusqu'au camp de déportation. Il va y découvrir l'horreur et va songer à arrêter ce métier. Margaret Bourke-White est la seule femme photographe à être admise auprès des forces armées américaines. En photographiant les camps de concentration, les prisonniers mourant de faim et les victimes des chambres à gaz, elle surprend et bouleverse le monde. Ces morts-vivants, rescapés du camp de Buchenwald, contemplent stupéfaits les Américains venus les libérer. Dès l'avance des Alliés et la libération des camps,
Eisenhower demande aux journaux d'envoyer des reporters qui, par leurs constats, témoigneront devant le tribunal de l'histoire. Alors que 6000 Berlinois et dignitaires du Reich se suicident, laissant une Allemagne ravagée, la porte de Brandebourg est envahie par l'armée rouge. Evgeny Raldai, en première ligne pour photographier l'entrée des troupes russes à Berlin, cherche à symboliser cette victoire. J'ai découvert la photo de Rosenthal au moment où elle a été prise. J'étais encore à Budapest. Je me suis dit que la victoire avait eu lieu dans l'océan Pacifique. Il était nécessaire que je fasse de même à Berlin. Et les choses se sont passées comme ça. La célèbre photo de Raldai est retouchée. La deuxième montre au poignet du soldat était gommée. Inutile de faire passer les soviétiques pour des pilleurs. Raldai a du mal à cadrer son image parce qu'il veut à la fois que le drapeau soit déployé et qu'on puisse découvrir la capitale en feu. Hitler, lui, n'aurait jamais pu imaginer que le drapeau rouge, fait par un petit couturier juif de Moscou, serait dressé sur le Reichstag pour être immortalisé par un photographe juif lui aussi. Symboliquement, Staline veut être le premier à prendre Berlin. Pour que la photographie entre dans la chronologie de l'histoire, il l'a fait antidatée. Raldai et Rosenthal attendront un demi-siècle avant de faire connaissance. Je n'osais même pas imaginer te rencontrer. Tu es né en Russie et moi en Amérique. Et je suis vraiment fier de te rencontrer. Fierce fighting flares again in Indochina as the French rush reinforcements into the Mekong area to stem a red advance that vastly outnumbered. En mai 1954, les rizières du Tonkin sont sanglantes. Live demande à Bob Capa, qui se trouve alors au Japon, de partir pour Hanoï afin de couvrir la guerre. Capa, vétéran de 20 campagnes, a survécu aux combats les plus meurtriers de la guerre d'Espagne et de la Deuxième Guerre mondiale. Ce 22 mai 1954, sa chance insolente n'est plus au rendez-vous. Quelques secondes après avoir pris cette dernière photo, il saute sur une mine antipersonnelle sur la route entre Namdin et Taïbin. Sergent parachutiste de 25 ans, Daniel Camus est le grand témoin de la bataille de Dien Bien Phu. Quand Dien Bien Phu s'est déclenché, c'était top secret bien entendu. Nous, on nous a mis dans le secret et on a été parachutés. On a choisi d'entre nous, un cinéaste et un photographe, pour sauter avec la première vague qui a pris Dien Bien Phu. Et on a été obligés, sans armes, de se cavaler parce qu'on était tombé sur les quelques Viet Minh qui se trouvaient sur le terrain. Donc on a fait une course effrénée dans des champs de riz, et croyez-moi, le riz, quand il n'est pas coupé, c'est dur à traverser. « 57 jours de bataille commencèrent à partir du mois de mars. Il y a eu 57 jours d'une bataille intense, où chaque jour, chaque minute tombait un obus, si ce n'est deux. On a été bombardés pour permanence pendant 57 jours. On a couvert l'événement tant bien que mal, je veux dire, en évacuant nos photos en même temps que les blessés. La France est lassée de l'effusion de sang de Dien Bien Phu. Elle signe la paix le 8 mai 1954 et quitte l'Indochine. Le Vietnam brandit le drapeau de sa victoire. En juin 1950, quand la guerre de Corée éclate, David Douglas Duncan se trouve au Japon, où il écrit un article sur l'art japonais. L'ancien photographe de guerre des Marines, dans le Pacifique, gagne le front 3 jours plus tard. Par des températures glaciales, à travers les embuscades chinoises, Duncan suit à pied les marines pendant 130 km dans leur longue retraite depuis le barrage de Changjin jusqu'aux lignes américaines sur la mer du Japon. En octobre 1956, Budapest se soulève contre les Soviétiques. Envoyé en Hongrie pour couvrir son premier reportage de guerre, Jean-Pierre Pedrazini sauve la vie d'un jeune garçon avant de tomber sous les balles d'un tank. Sur son lit d'hôpital, il regarde son dernier reportage avant que ses yeux ne se ferment à jamais. Les années 60 privilégient l'insouciance. On ne veut pas entendre parler de guerre.
Pourtant, certains photographes, malgré la censure, tentent d'alerter l'opinion sur ce qui se passe parfois si près de nous. Ainsi, Claude Azoulay. Il vient d'être réformé quand sa rédaction l'envoie à Bizerte, une guerre brève mais violente. Puis c'est l'Algérie, un long conflit que les photographes couvrent difficilement puisqu'on ne sait jamais où et quand aura lieu le prochain affrontement. Azoulay, qui a grandi en Afrique du Nord dans un pays en guerre, vivra en 40 ans 20 conflits. Il y a des guerres cachées, c'est vrai, les guerres qu'on photographie peu. La guerre d'Algérie, pour nous, était une guerre passablement cachée. On l'a montré assez peu parce qu'on n'était pas peut-être si heureux de participer à cette guerre. Et d'une certaine façon, la guerre d'Indochine était comme ça. Mais pour les Américains, la guerre du Vietnam, la photo d'abord, avant la télévision, a été un lien entre le peuple et la guerre. Avec la guerre du Vietnam, la photo évolue. L'explosion de la presse d'images va choquer les lecteurs en leur révélant la plus violente des réalités. Cette guerre qui devait être brève s'étire dans un drame sans espoir. L'Américain Larry Burroughs, correspondant de Life Magazine, parcourt le Vietnam 9 années durant. Ces photos sont crues et cruelles, puisque Burroughs veut convaincre le spectateur occidental du drame humain qui se joue là-bas. La photographie s'inscrit comme un véritable acteur politique. La couleur privilégie le côté vrai au détriment du côté artistique. Life dira de Burroughs que seules ces photos ont la couleur du sang. Il suivra toute cette guerre comme un soldat et périra dans une opération héliportée semblable à celle-ci. L'Anglais Don McCullin se consacre au reportage de guerre pendant près de 25 ans et réalise une impressionnante série sur l'offensive du Tet, Nouvel An chinois, en 68. Les conditions atroces dans lesquelles les civils ont souffert ou sont morts ont permis de fixer des scènes qui s'inscrivent dans la mémoire. Ces images mobilisent l'opinion contre la guerre. La photographie dans la guerre du Vietnam a joué un rôle officiel pour soutenir l'effort de guerre, mais il a, en fin de compte, je pense, joué plus un rôle de démonstration de l'atrocité de la guerre. Et puis après tout, dans toute cette guerre, au moins pour moi, français, la photo qui ressort de la guerre du Vietnam, c'est la photo de Marc Ribot montrant cette femme avec sa rose qui va à la rencontre des soldats avec leurs baïonnettes dans l'université de Kent. Je crois que c'est la photo qui aura contribué, je crois, à mettre fin à cette guerre. Je crois que c'est une photo décisive, une photo historique, enfin, comme il s'en est peu fait, je crois, dans l'histoire des guerres. Couvrir la guerre avec la photo est devenu une impérieuse nécessité. Le public l'exige, la presse aussi. Au Liban, il n'est plus question de choisir un camp ou de défendre une cause. Les photographes emportés dans ce chaos témoignent du destin tragique de Beyrouth, ville ruinée. En Irlande, atroce guerre civile, une guerre de religion qui utilise tout, des vraies balles, balles en caoutchouc, canons à eau et gaz lacrymogène. We can't get engaged personally because On ne peut pas être engagé parce qu'il serait alors trop difficile de prendre des photos. Si on était trop impliqué dans le conflit, on ne ferait pas notre travail. Avec les journaux, on a des délais. On doit livrer les photos à temps, les développer. On a des impératifs qui nous empêchent de prendre parti d'un côté ou de l'autre. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi c'est très difficile. Parce que les loyalistes sauraient que je viens du Sud et que je suis nationaliste. Cependant, on doit faire notre travail. We have to do our job. La
complexité des conflits locaux ou religieux ne permet pas aux photographes de défendre leurs idéaux. Ils s'intéressent aux victimes. Seule la cause de l'homme qui souffre mérite engagement. En tant que photographe, on essaie de prendre des photos pour défendre les innocents, et il existe des coupables des deux côtés. Il est donc facile d'avoir de la compassion pour tous. Je m'intéresse à la vie, aux gens, et malheureusement depuis que j'ai commencé en 1989, les conditions humaines n'ont cessé de se détériorer. C'est pourquoi j'ai choisi d'orienter mes efforts dans cette direction. Je pense que dans les hautes époques de l'histoire de la photographie, on mettra certainement les guerres avec des visages extrêmes, des gestes plus violents, plus brutaux. La guerre a happé des photographes pour leur faire leur chef-d'œuvre. Pour Robert Capa, c'est manifeste dans la guerre d'Espagne, et ailleurs. Je crois donc que le couple guerre-photographie est un couple tragiquement solide. Les reporters de guerre honorent la profession photographique. Ceux qui sont morts sur les fronts de l'actualité, ceux qui ont été blessés dans leur corps, mais aussi les vivants, qui ont laissé sur les champs de bataille leur jeunesse, leurs illusions, un peu de leur âme. C'est une armée de fantômes qui nous accompagne.